Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque vendredi, donc, nous allons faire avec nos invités donc, un tour d'horizon des faits ayant marqué l'actualité de la semaine. Au menu donc, de ce numéro, nous allons évoquer le parrainage qui fait débat aujourd'hui. Le parrainage donc, qui consisterait, selon donc, à faire collecter aux partis politiques, à tout candidat, en tout cas, tout candidat qui désire se présenter à la présidentielle, de collecter 65 000 signatures. Alors, un système qui a été rejeté par toute l'opposition, qui d'ailleurs, disons-le, menace de se présenter, de manifester à la place Soweto le jour du vote de cette loi qui est prévue donc le 19 avril. Alors, hier, on a appris que le président Macky Sall a reçu une partie de la société civile qui était venue donc négocier géomédiateur. N'arrive pas à ce qui s'était passé le 23 juin 2011 à la place Soweto face à une modification constitutionnelle. L'opposition estime tout simplement que cette loi ne devrait pas passer parce qu'il s'agit d'un coup d'État constitutionnel, là où la majorité, la mouvance présidentielle, estime que c'est un bon moyen, un filtre citoyen pour qu'on n'arrive pas à une pléthore de candidatures comme on en a eu lors des dernières élections législatives. Alors ceci, l'opposition estime que ce n'est pas démocratique, c'est antidémocratique de vouloir donc bloquer certaines candidatures. Macky Sall veut tout simplement sélectionner des candidats à sa mesure pour les battre facilement le 24 février 2019. Alors nous allons aussi évoquer donc la crise scolaire. Le prétexte c'est tout simplement la marche d'hier qui a été réprimée, violemment réprimée d'ailleurs, la marche des enseignants à Ziguinchor. Alors les enseignants qui ont été reçus, en tout cas le G6 qui a été reçu récemment par le khalife général des Tidjanes, les gens pensaient que les angles allaient être arrondis, mais malheureusement la situation continue, la crise perdure, les enseignants ne veulent pas reculer. Alors, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux hommes politiques. L'un, c'est M. El Hadj Sarr. Il est membre donc de l'APR. M. Sarr, bonsoir. Bonsoir, Georges. Avec vous sur ce plateau, nous avons aussi le plaisir de recevoir M. Pape Ning. Il est coordinateur du Grand Parti à Grand Yoff. M. Ning, bonsoir. Bonsoir, Georges. Alors, je vais rester avec vous. Je commence par vous, M. Sarr. Le climat est assez tendu aujourd'hui avec cette loi de parrainage. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même que le président ou bien la majorité recule? Assez tendu, moi, je n'irai pas. Laissez déjà moi l'occasion de dire bonjour à mon co-débatteur, vous remercier aussi de cette invitation et saluer aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. J'étais en train de dire que tendu, ça dépend de quel bord est-ce que vous vous trouvez ou bien de quel est votre interlocuteur dans cette affaire-là ou bien de quelle posture est-ce que vous vous êtes inscrit lorsqu'il a de cette loi-là. Donc, moi, je pars du principe que si l'État du Sénégal a pensé à mettre en place aujourd'hui ce filtre démocratique, tout en ayant des calculs politiciens derrière, c'est bon qu'à partir de ce moment, son interlocuteur ou bien sa cible soit les partis politiques. Je ne pense pas que ce soit le cas, parce qu'aujourd'hui, ceux qui concourront au pouvoir comme opposition, mais ceux-là qui choisissent, c'est les gens qui sont, à mon avis, beaucoup plus importants que les formations politiques, notamment les Sénégalais eux-mêmes. Est-ce qu'il s'agit d'organiser une élection pour que nous fassions plaisir uniquement aux acteurs politiques que nous sommes, ou bien est-ce qu'il s'agit d'organiser des élections pour créer des conditions démocratiques, correctes qui puissent permettre à ce que nos concitoyens, où qu'ils puissent être dans le pays, aillent exprimer librement et dans les meilleures conditions le choix lors des élections présidentielles. Donc, moi je pars du principe que ce qui motive en réalité aujourd'hui le chef de l'État et, comment dirais-je, la majorité, c'est plutôt d'organiser des élections pour que les Sénégalais opérer leur choix, cela de la manière la plus facile ou la manière la plus correcte. Rappelons-nous que nous venons de sortir d'élections législatives où on a eu un pléthore de listes, 47 listes, et au lendemain de ces élections-là, c'est même qui composaient ces listes-là, qui pour la plupart du temps sont partis parmi les 47, vous prenez les pas eu 1%. Et ce sont eux-mêmes qui reviennent pour dire que la responsabilité de l'État est engagée dans son incapacité à organiser des élections correctes
Donc, l'État prend ses responsabilités, il organise des élections et il se débrouille pour que nos concitoyens y aillent, et ça dans de meilleures conditions. Alors, mais ce n'est pas seulement, vous semblez situer le problème au niveau de la classe politique, mais aujourd'hui, on voit même que la société civile, je l'ai rappelé tantôt, la société civile pour, en tout cas, critiquer ce système de parrainage-là. Quelle société civile, Georges? Vous allez sûrement pas me parler de Y'en a marre. Oui. C'est d'abord des gens qui, moi je les ai écoutés lors de leur point de presse, ont reconnu les 3 points qui motivent aujourd'hui le choix d'installer ce système de parrainage. Ils sont d'accord comme quoi qu'aujourd'hui, avec le pléthore de listes que nous avons, les élections doivent être repensées. Ça, c'est Fadel Barro qui le dit. Ils sont d'accord qu'aujourd'hui, pour rationaliser nos deniers, il faudrait qu'à un moment donné, ce qui est en train de se faire jusqu'à présent soit modifié. Sauf que ils ne sont pas d'accord que l'État puisse prendre les responsabilités d'engager une telle révision. C'est là où se trouve la contradiction dans leur allégation. Moi, je vous dis qu'il y a d'un côté la société civile, il y a de l'autre côté les partis politiques, mais il y a surtout de l'autre côté les populations. Parlons-en de ces populations. Dites-nous aujourd'hui quel est leur sentiment. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons vu, de toute façon, rendez-vous a été donné par ces partis politiques et par cette société civile, le 19, pour faire sortir le peuple. À partir de ce moment, nous apprécierons. Vous apprécierez. Alors, M. Ning, le président de la République semble même vouloir lâcher de l'Est, en tout cas à la suite de son audience avec la société civile hier. Est-ce qu'il n'est pas, vous ne semblez pas être vous aussi, vous n'allez pas lâcher de l'Est au lieu d'aller appeler à manifester le 19? Je vous remercie, Georges, et remercier mon co-débatteur et les téléspectateurs de Walfadjri. En fait, sur cette question de parrainage, c'est une question dont l'unanimité sur cette question, toutes les populations, les couches politiques, la société civile, que c'est une loi scélérate. Personne n'est d'accord sur ce mode de parrainage. Les politiciens de tous les bords, il s'agit de l'opposition comme le parti au pouvoir, tout le monde est d'accord qu'il y ait un filtrage par rapport à ces élections, qu'il s'agisse des élections présidentielles, législatives ou municipales qui vont venir. Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé de collecter les associations. Les récépissés de toutes les associations sont reçus par le ministère de l'Intérieur. Donc s'il y a filtrage, c'est à ce niveau qui devrait être fait. On ne peut pas attendre à 10 mois des élections aussi cruciales que ces élections présidentielles qui devront déterminer l'avenir de toute une nation pour procéder à des retouches ou bien à du folklore pour violer la Constitution. C'est anormal et toute l'opposition et les grands partis en particulier ne sont pas d'accord sur ce type de parrainage. Qu'est-ce qu'il s'agit en fait? Il s'agit de demander aux partis déjà constitués qui ont cette caution morale d'aller au-devant des populations pour collecter 65 000 signatures pour ces élections. 65 000 signatures qui risquent de créer énormément de problèmes. Quel sera le juge constitutionnel s'il y a 10 candidats? S'il y a 10 candidats, ça fait à peu près 650 000 signatures. Est-ce que le juge constitutionnel aura le temps pour la valeur de ces signatures? Donc c'est un gouffre que nous, en tant qu'opposition, nous refusons que Benno Bokk Yakaar et son président nous fassent rentrer. Ce qu'il y a lieu aujourd'hui de dire, tout le monde est d'accord pour le filtrage, mais pas le parrainage. Toute l'opposition le rejette, la société civile le rejette, les populations sénégalaises le rejettent. C'est une loi qui n'a pas sa raison d'être. À 10 mois des élections, il n'est même pas question de procéder à des révisions sur la Constitution. Battons-nous ensemble, qu'il s'agit du pouvoir ou de l'opposition. Nous sommes en démocratie. La démocratie suppose la libre expression et tout le monde a le droit d'être candidat dans ce pays. Je fais un retour en arrière. Il y avait une concertation avec le président de la République, avec l'opposition. L'opposition avait proposé à son temps l'adoption du bulletin unique qui va régler tous ces problèmes de filtrage et de rationalisation de nos ressources. Mais le président Macky Sall n'en a fait que. Aujourd'hui, il revient par quel moyen pour nous parler de parrainage qui est en fait une manière ou bien une méthode d'éliminer des candidats après avoir éliminé des candidats judiciairement comme
Karim et comment il s'appelle, Khalifa Aboubacar Sall, ils cherchent également aujourd'hui à éliminer d'autres candidats par des moyens détournés. En tout cas, toute l'opposition sera le 19, Inch'Allah, à la place Soweto pour dénoncer cette forfaiture. Personne ne que le président le tienne pour dit. Également, c'est les membres de sa coalition. Mais alors là parfois, la moisse présidentielle vous raille en disant qu'un parti qui ne peut pas obtenir 1% de l'électorat n'a pas le droit ou de prétendre être un candidat à la présidentielle. Soit, mais nous sommes dans une démocratie et la démocratie suppose la libre expression. Et cette contradiction qu'on veut porter, mais c'est une opposition significative, qu'il s'agit du grand parti, du Rewmi, ce n'est pas significatif. Ils ne sont pas à 65 000 militants. Je regrette. Mais c'est un combat de légitimité, c'est un combat de démocratie. On ne peut pas changer les règles du jeu à 10 mois des élections. Tout le monde est d'accord pour un filtrage ou bien essayer de jouer sur nos ressources pour que les choses marchent dans une démocratie. D'autres moyens, les gens discutons ensemble en tant que responsables. Trouvons une autre solution. L'opposition avait proposé le bulletin unique qui règle leurs soucis, s'ils sont sérieux, s'ils sont animés d'une bonne volonté. Les soucis financiers. Absolument. Absolument. Nous sommes en démocratie. La démocratie suppose la libre expression. Tout le monde a droit à être candidat. C'est les électeurs, les Sénégalais. Laissons le libre choix de décider qui ils veulent porter à la tête de cette. C'est ça. Voilà. Michel Assar, quand même, vous semblez, en tout cas la moisse présidentielle semble s'obstenir sur cette loi-là, mais quand même, nous sommes à 10 mois des élections. Je crois qu'une modification constitutionnelle qui engage quand même des réformes aussi importantes devrait faire l'objet d'un consensus d'abord. Absolument. D'accord. Vous savez, Georges, mon cher ami vient de parler de la sensibilité de retoucher aujourd'hui à 10 mois des élections. Mais je le rappelle que c'est eux qui sont souvent prompts à rappeler la loi de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Le protocole additionnel de la CEDEAO. Absolument. Qu'elle interdit toute modification avant 6 mois. 6 mois, ouais. Est-ce que nous sommes à moins de 6 mois? Non. Il parle de 10 mois. Je me rends compte tout de suite que l'opposition, que la majorité prenne ses responsabilités. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Nous gérons ce pays. Nous n'avons pas de compte à rendre uniquement aux partis politiques. Bien qu'évidemment, que c'est un tissu important de la vitalité de notre démocratie. Mais qu'est-ce que le président de la République a fait au lendemain des élections législatives? Ayant gagné haut la main, il a eu l'humilité d'inviter toute la classe politique à des dialogues, à une discussion. Aujourd'hui, je me rends compte qu'ils attendent que nous ayons avancé longuement sur cette question-là, parce que au lendemain des élections, il fallait tirer quand même des enseignements. C'est ce que nous avons fait. Nous n'allons pas attendre d'organiser encore des élections aussi sensibles ou aussi que celles dont il est question dans 10 mois ou en 2019 pour qu'on vienne nous dire que les élections au Sénégal ont été très mal organisées. Donc, on leur a rappelé à un dialogue. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Ils ont conditionné leur participation à ce dialogue-là, à la libération d'un tel ou d'un X ou d'un Y. Ils attendent aujourd'hui pour que mon cher ami vienne me dire qu'il faut discuter, qu'il faut dialoguer. Mais le temps de la vitalité, ou bien même le temps du calendrier électoral, n'est pas forcément le temps des partis de l'opposition. Ils ne vont pas nous prendre dans leur jeu qui n'est pas sérieux. Ils croyaient que l'État allait faire quoi? Lorsqu'ils ont boudé ces négociations, ils ont de fait aussi boudé quelque part une main tendue que le chef de l'État leur avait donnée. Donc, il ne faut pas attendre qu'aujourd'hui, nous sommes des élections. Nous allons encore enclencher des négociations qui vont nous prendre combien de temps? Moi, je l'avais dit un jour ici, sur ce même plateau, qu'ils prennent leurs responsabilités parce que nous allons prendre les nôtres. Les nôtres, c'est d'abord de servir les Sénégalais. Être focus sur ce que veut
ou ce que veulent les populations. Nous avons cette histoire de carte d'identité biométrique qui doit être finalisée très rapidement. Une commission est ouverte. Les inscriptions, nous allons mettre tout ça de côté pour chercher à faire plaisir une opposition qui, en réalité, n'en est pas une. Si elle n'est pas prête à collecter, parce que mon cher ami vient de nous dire qu'ils ne sont pas à 65 000 signatures près, mais moi, je récuse ces propositions. Et c'est normal qu'un parti politique qui se dit être un grand parti et dont le leader est issu d'une localité Guédiawaye et qui peine à gagner ne serait-ce que 2 bureaux de vote dans les 27 centres qui constituent Guédiawaye, se rebiffe et va se cacher derrière ces argumentaires fallacieux. Il pense qu'aujourd'hui, la rue, ou en investissant les artères de Dakar, ils pourront arrêter ce qui est aujourd'hui mis en place pour mettre les populations dans d'excellentes conditions. Ils se trompent. Ils se trompent lourdement. Parce qu'aujourd'hui, le 23 juin, dont aujourd'hui ils veulent s'arroger, ça a été l'action, un sursaut national. Ce n'était pas les... Et comme je l'ai dit tantôt, qu'ils aillent dans la rue, et les populations de toute façon qui aujourd'hui nous suivent et qui, au-delà des partis politiques, sont en train d'avoir aussi leur opinion sur cette question de parrainage, vont apprécier. Est-ce que vous avez sondé l'opinion nationale pour savoir quelle est leur position dans cette affaire de parrainage? Absolument. Le meilleur des sondages, c'était les retours que nous avons eus au lendemain des élections législatives. Parce que nous avons, comme eux, dans les centres de vote, dans les bureaux de vote, nous avons vu des grands-mamans âgées de 60 ans, 70 ans ou plus, peiner à faire le tour des 47 listes qui étaient disposées. Nous avons vu toutes ces tracasseries dont nous avons eu à faire face. L'État avait pris en son temps ses responsabilités pour organiser ces élections parce qu'il nous accusait de vouloir reculer les élections législatives. On a fait un forcing, on a organisé, ça s'est passé comme cela s'est passé. Nous avons aujourd'hui tiré les enseignements de cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État, comme la majorité, est vraiment engagé à poursuivre cette mesure parce que nous restons convaincus, contrairement à ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir avec une question de recul. Est-ce que M. Ning, il n'y a pas un autre moyen de trouver une solution à l'amiable au lieu d'aller donc investir à la place Soweto? Bon, je rebondis un peu au propos de mon co-débatteur. Le président Macky Sall nous avait dit, à la sortie du référendum de 2016, qu'il avait verrouillé la Constitution. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'il veut déverrouiller la Constitution? Donc ça veut dire ce non-respect de la parole donnée du président de la République. C'est ça que nous nous offusquons. Pour parler des élections de 2017 passées, j'étais plénipotentiaire dans l'arrondissement des Parcelles Assainies de Manko Taxawu au Sénégal. Je sais bien ce que je parle. Ce n'était pas des élections législatives, mon cher ami. C'était une désorganisation totale, faite sciemment par l'administration. Donc ces élections de 2017 ne peuvent pas être un critère de jugement pour n'importe quel leader politique dans ce pays. Ce n'était pas des élections, c'était une farce électorale. Je suis désolé. Et aujourd'hui, le président Macky Sall nous avait dit qu'il avait verrouillé la Constitution. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cet empressement à vouloir modifier la Constitution à 10 mois des élections? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de le faire. Allons-y à ces élections librement, en respectant la Constitution. Chacun y va et on verra, les populations vont décider, mon cher ami. Ce qu'il y a aujourd'hui de dire, l'opposition refuse catégoriquement cette histoire de parrainage. C'est au président de la République de prendre l'initiative de la discussion, parce que c'est la condition qui lui confère ce statut. Mais un président de la République à l'opposition, qui opprime son opposition, le seul moyen qu'aujourd'hui que l'opposition a, la société civile, c'est d'aller investir la place Soweto, de refuser. Et je vous dis... Vous pensez que vous pourrez accéder très sincèrement absolument. à la place Soweto? Et je vous dis pour votre gouvernement, mon cher ami, personne ne pouvait présager personne ne pouvait présager 2011. Personne. C'est une histoire de peuple, ce n'est pas une histoire au-delà des partis politiques, au-delà des contingences des partis. Cette dictature-là. Et vous verrez, je dis, ce n'est pas trop loin, si le président ne recule pas, je ne parle pas des partis politiques ou de la société civile, c'est le peuple qui va sortir dans la rue pour refuser, comme il avait refusé à Abdoulaye Wade, à Macky Sall cette forfaiture. Et ce sera fait en 2019.
Alors, El Hadj, est-ce qu'il n'est pas temps quand même de s'asseoir autour d'une table, que le président lâche un peu de l'est pour ne pas en arriver à ce qu'il appelle le 23 juin? Oui, mais Georges, moi, en tant qu'observateur ou en tant que journaliste, vous avez aussi le devoir moral de rappeler les faits, qui sont des faits très têtus. On peut lui enlever tout au président de la République, sauf son mérite d'avoir aujourd'hui, plus que à cette opposition-là, eu la sincérité dans la démarche lorsqu'il a appelé à 2 reprises à des discussions et à des dialogues. À un moment donné où personne ne l'avait, ni l'opposition, ni la société civile, il a appelé cette opposition-là à dialoguer. Vous avez un Idrissa Seck qui sort de son coin pour vous dire « je ne dialogue pas ». Parce que tout simplement, celui avec qui je dois dialoguer n'est pas fiable. Vous avez quelqu'un comme Malick Gakou qui vient vous dire « je ne dialoguerai pas parce que Khalifa Sall c'est mon grand frère, donc je ne dialoguerai pas ». Vous pensez réellement qu'aujourd'hui, cette opposition-là, elle est bien placée pour une démarche qui consiste à dire que le président de la République n'était pas ou n'est pas ambitionné par une volonté de discussion ou d'apaisement? Non. Les véritables pyromanes sont de leur côté. C'est ça la vérité. C'est eux qui cherchent à brûler ce pays. Mais vous aussi, il y a certains qui tiennent, parmi vous, il y a certains qui tiennent un langage quand même belliqueux. Mais vous savez... Ou bien qui font même dans la provocation avec des déclarations de genre, oui, cette opposition n'est pas significative. On se rappelle, il y a des gens qui tenaient ce discours-là, et quand les gens ont prévu le 23 cela juin. engage vraiment ceux qui tiennent pareil propos. Parce que moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, nous sommes du côté du pouvoir. Demain, on doit être préparé à retourner dans les rangs de l'opposition. Tout comme hier, nous étions dans l'opposition. Il y va de la marche de la démocratie dans le monde. Nous devons être toujours préparés. Vous savez, ce qui différencie le président Macky Sall aux autres, c'est que nous ne gérons pas ce pays pour gérer le pouvoir. Nous gérons ce pays pour gérer les aspirations et les attentes des Sénégalais. Donc, nous ne faisons pas les choses pour mieux nous installer, mais nous faisons les choses pour servir ces populations-là. À les entendre parler aujourd'hui, ils sont devenus les voix de ce peuple. À les entendre aujourd'hui, c'est comme si cette opposition-là, c'est eux qui donnaient la dépense quotidienne dans la maison des Sénégalais. Au point que, dès qu'ils leur diront, sortez comme, excusez-moi du terme, comme des moutons, retrouvez-nous à la place de l'Obélisque, les gens vont sortir sans pour autant user de leur matière grise. C'est là où elles se trompent. Les gens peuvent discerner le vrai du faux. L'arrogance dont vous faites allusion tout à l'heure, elle n'est pas celle qui reflète le président Macky Sall. Maintenant, d'aller me comporter ou tenir des propos discourtois à l'endroit des Sénégalais ou de l'opposition, ça ne l'engage pas. Mais aussi, pareille discussion ou pareil propos, c'est leur chasse gardée. Quand vous avez un Barthélémy Diaz qui se permet d'insulter toute une corporation, utiliser des mots aussi déplacés, traiter des pères de famille de prostituées, je ne pense pas réellement que l'insolence soit aujourd'hui du monopole. Il faudrait qu'aujourd'hui, les gens aillent dans une autre logique. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis, j'en fais toujours appel à mes amis. Je leur dis que cette opposition-là, elle cherche à nous balader. Ils cherchent à nous ramener sur le terrain des invectives. Ils cherchent à nous ramener sur le terrain de la contestation. Ils n'auront jamais une approche bilancielle. Vous ne leur entendrez jamais dire que Macky Sall n'est pas un bon président parce qu'il n'a pas de mandat. Parce qu'en réalité, non seulement on saura leur opposer un bilan, mais on saura leur interpeller sur leur incapacité à produire un programme. Mais est-ce que cela ne vous gêne pas d'entendre par exemple l'opposition dire que oui, le président Macky Sall n'est pas sûr de pouvoir gagner au premier tour, c'est pourquoi il sélectionne ses adversaires? Mais ce serait quand même vraiment... Cela ne vous dérange pas? Ce serait quand même... Non, ça ne nous atteint même pas. Ça ne nous atteint même pas parce que l'autre disait qui se sent morveux se mouche. Si pareille allégation était fondée, ou si ça collait à la motivation du chef de l'État, on pourrait être gêné ou peiné. Pas du tout. Parce que tout simplement, nous savons aujourd'hui ce qui motive l'homme. Nous savons aujourd'hui que cette opposition-là, lorsqu'elle tient de pareils propos, elle la tient non seulement pour discréditer l'homme, mais elle ne le dit sur aucun fondement.
aujourd'hui, ceux-là qui le disent n'ont pas d'autres arguments. C'est comme ce que je venais de dire tout de suite. Ils ne nous retrouveront jamais sur l'autre terrain qui constitue le Sénégal de 2012 à 2018. Non, ça ne les arrange pas. Ça les arrange plutôt de nous dire allons nous frotter dans les rues de Dakar, allons brûler ce pays. Et ça, malheureusement, comme qu'ils pensent que les Sénégalais ne réfléchissent pas, ils seront surpris. Monsieur Ning, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition faite par certains membres de la société civile qui disent par exemple qu'il faudrait que le président lâche l'Est, c'est-à-dire recule ou bien cherche la concertation, et que de l'autre côté, que l'opposition suspende? L'initiative est laissée au président de la République. Hein. C'est à lui de laisser du lest. Il n'y a pas autre moyen d'aller vers une paix durable dans ces pays, à moins que le président veuille brûler ce pays, et nous ne l'accepterons pas. Vous savez, on est à l'aise en tant qu'opposition, pour revenir sur ces propos, par rapport au mandat du président de la République. Mais parlons-en de ce mandat. Quel est le bilan du président de la République? Il nous parle de bourse familiale. 100 000 ménages à 400 000 ménages, une prime à la pauvreté. Il nous parle de quoi? De train. Le train express régional, à hauteur de 700 milliards, qui est une gouffre financière. Il nous parle de quoi? Il nous parle de d'ASP, qui est une milice en fait au service du président de la République. Nous n'attendons pas le président de la République sur ce terrain-là. Nous l'avons donné le suffrage des Sénégalais pour qu'il nous apporte des ruptures nécessaires par rapport à ce pays. Quel est le bilan du président de la République? C'est une extrême pauvreté. On parle de 7 à 8% de taux de croissance, qui n'est pas inclusif. Un taux de croissance porté par le privé international, le secteur privé international. Nous voulons que notre économie soit basée sur notre secteur privé national. C'est ça qu'on attend du président de la République. Le bilan du président de la République, c'est quoi? C'est le PUDC. En 2018, on nous parle qu'il faut des avancées en matière de routes, d'électricité et d'eau. En 2018, on est, mon cher ami, on n'est pas en 1800, on est en 2018. Dépasser ce stade. On nous parle aujourd'hui de quoi? Il a pu régler le problème de l'électricité. Mais je suis désolé. Ce n'est pas le cas. Je suis désolé. En 2011, avec le président Abdoulaye Wade, le baril du pétrole était à combien? À 60 $, 160 $. Aujourd'hui, le baril du pétrole, c'est à moins de 20 $, 30 $. Donc, ce régime-là, ils n'ont aucun mérite. Le président Macky Sall n'a aucun mérite. Il a trouvé le Sénégal. Tous les signaux étaient au vert. On attendait plus que ça du président de la République. De la démocratie, du point de vue des avancées économiques et du point de vue de la sécurité. Du point de vue de la sécurité. Il y a énormément de Sénégalais, de la diaspora et d'ici, qui sont tous les jours attaqués dans leur intimité propre, saccagés, torturés. Mais il n'y a pas de sécurité dans ce pays. Et c'est une force régalienne dévolue à l'État. Donc ce bilan-là, ce n'est pas un bilan qui peut réélire le président Macky Sall. Non. Je suis désolé, mon cher ami. Ce bilan-là, nous attendons plus du président de la République que ça. Il n'a aucun mérite, lui, son régime et Benno Bokk Yakaar. Malheureusement, je vais vous poser la même question, Elhadj. Est-ce qu'aujourd'hui, que dites-vous de la proposition faite par la société civile qui dit que voilà, il faut que le président aille vers une concertation pour qu'on trouve un consensus et que de son côté, l'opposition suspende toute manifestation publique? Oui, mais il ne vous a pas répondu par rapport à la question. Si. Parce que tout simplement, ils ne sont pas prêts à cela. Je suis désolé. Mais moi, je pars du principe que, je vais vous répondre concrètement, la société civile aussi doit être enclin de réagir lorsque, en temps et en heure. Elle était où lorsque le président de la République a invité cette opposition à dialoguer et qu'elle a boycotté? Parce qu'en réalité, ce qu'elle est en train de réclamer aujourd'hui, c'est exactement ce que le président avait demandé il y a de cela plus de 10 mois derrière. Donc, ce n'est pas une question de bonne volonté ou de mauvaise volonté. C'est une question de faisabilité à un moment donné qui se pose. Donc, les acteurs apprécieront et nous partons tous du principe que l'idéal serait que tout le monde puisse aller et parler d'une même voix. Mais encore, faudrait-il que les gens soient tous imbus par les mêmes volontés ou même par les mêmes intentions. Ce qui n'est pas le cas. Je voulais rappeler tantôt, ce n'est pas seulement la classe politique qui rejette ça, il y a la société civile, des mouvements comme Y'en a marre qui s'opposent carrément à cette proposition-là. Vous savez, même des gens du pouvoir, lorsque les gens de Y'en a marre aillent et versent dans la menace et qui disent clairement que soit
l'État recule, soit ils sortiront. Moi, je dis que ce n'est pas le bon interlocuteur. Eux, ils sont déjà du côté de l'opposition. De toute façon, c'est ce qu'ils ont toujours fait depuis 2012. Ils ont manifesté ensemble, ils ont fait leur démarche ensemble. Yann Amar précise qu'il n'est pas un mouvement politique. Absolument, et puis il n'est pas du côté de l'opposition non plus. C'est pas les déclarations de Yann Amar qui seront jugées, mais c'est plutôt les actes de Yann Amar qui seront appréciés. Aujourd'hui, ils se targuent d'être tout sauf des politiques. Ils se comportent et ils mangent, ils boivent en politique. Et c'est ça la réalité. Mais pour juste revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous venez de faire, vous avez peint un tableau de votre Sénégal, celui que vous avez dans votre tête, celui que vous avez, celui que vous avez, vous êtes fait dans votre bulle. Celui-là que vous pensez pouvoir présenter au Sénégal. Il y a le Sénégal du peuple et ayez la courtoisie d'écouter parce que vous avez dit beaucoup de choses propres à être consommées et j'ai eu la peine aussi d'écouter par respect aux téléspectateurs qui nous suivent. Donc vous me laissez poursuivre. Vous savez, ce n'était pas facile de vous entendre parce qu'il y a eu plein de choses qui n'étaient pas vraies. Vous allez faire ce même effort-là de m'écouter, vous contredire. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité. Vous ne pouvez pas faire le bilan de la sécurité sénégalaise uniquement sur ce que nous avons vu subir certains de nos compatriotes dans la diaspora. C'est un produit de la diaspora. C'est normal ça. Je vais vous dire une chose. Aucun Sénégalais, d'abord le président de la République, a été le premier à s'indigner à cela. Vous allez devoir à un moment donné arrêter de surfer et de vivre comme des parias sur le malheur des Sénégalais pour exister politiquement. On vous attendra sur autre chose de plus important. Ces Sénégalais-là dont vous parlez, à chaque consultation électorale où nous sommes partis avec le président de la République comme candidat, ces Sénégalais ont choisi le président de la République. Ils ont porté la diaspora comme région pleinement entière. Pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques et aussi pour des politiques publiques. Lorsque nous avons mis en place des financements pour cette diaspora-là, le FEJ, vous savez ce que c'est? Le fonds d'investissement pour les Sénégalais de l'extérieur. Ça, que vous le vouliez ou pas, c'est du compte du président de la République. Nous sommes dans le concret. Nous ne sommes pas dans les invectives. Nous ne sommes pas non plus dans la calomnie ou dans le surfing du malheur de nos compatriotes. Non, ce n'est pas sérieux. La sécurité, vous devrez la mesurer en prenant comme baromètre une question qui nous a gangréné plus de 35 ans, notamment la crise casamançaise. Je sais ce que c'est parce que tout simplement, je suis originaire de la Casamance. L'accalmie que nous avons observée sous Macky Sall, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. Les faits sont têtus malheureusement, vous ne pouvez pas l'enlever. Et à un moment donné, il faudrait s'en glorifier. Parce que au-delà de... c'est tout le Sénégal qui gagne à avoir une Casamance apaisée. Cette ceinture, ce bretelle de feu qui entoure le Sénégal, le Mali est en feu, la Mauritanie, tous ces pays qui nous entourent, nous observons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, encore une accalmie au Sénégal. Vous voulez présenter le Sénégal comme un pays de non-sécurité. Vous savez, nous pouvons être différents sur nos colorations politiques. Nous n'avons pas intérêt à présenter le Sénégal ou à décrier un pays comme un enfer. Parce que derrière, il y a d'autres intérêts plus importants que nos partis politiques. Demain, je vous le souhaite, que vous ayez à gérer ce pays-là. Mais nous n'aurons pas comme responsabilité aussi de venir dire... Parce qu'aujourd'hui, cette émission est retransmise. Vous ne savez pas qui est derrière sa télévision. Peut-être qu'un investisseur est là-bas et qui voulait venir investir au Sénégal. De responsabilité de certains propos qu'on aura tenus ici, demain, il aura à revoir ses positions. Et c'est pour ça que j'appelle à la sérénité. Il est question de dire ce qui est fait et de dire ce qui n'a pas été fait. Nous n'avons pas pour prétention de dire que tout a été résolu. Mais ce serait quand même très difficile d'aller dire à quelqu'un à Grand Yoff où vous habitez que sur la question de l'électricité, des efforts n'ont pas été consentis. Nous savons toutes ces émeutes qui ont eu lieu ici durant toutes ces années pour la question uniquement de l'électricité. Aujourd'hui, nous en produisons au point qu'on est en train d'en vendre dans la sous-région. Donc, c'est pour cela que moi, je vous dis, sur la notion du bilan, nous sommes à l'aise et sur tous les secteurs, on peut y aller. Tout à l'heure, on aura à parler de la question de l'enseignement. On aura aussi à dire ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait.
Être politique n'excuse pas qu'on veuille dire que tout est mauvais en face et que tout est bon de notre côté. Ce n'est pas ce que je dis et ce n'est pas aujourd'hui aussi la position du président de la République. Voilà. Est-ce que l'opposition aussi n'a pas une part de responsabilité si on en arrive à cette histoire de parrainage? Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on devait discuter cette question-là, parce que l'opposition avait boycotté, en tout cas une certaine opposition avait boycotté la table de négociation où se discutait d'ailleurs le parrainage. Cette histoire de parrainage est nulle part par le président de la République. Quand il a eu à appeler le premier dialogue national, on n'avait pas parlé de parrainage. Hein. Donc cette histoire de parrainage ne date pas de longtemps. Donc nous sommes portés à croire qu'il a des visions politiques derrière cette histoire de parrainage. Qu'est-ce qui l'empêche? Après les élections de 2019, s'il est toujours président de la République, nous ne le souhaitons pas. C'est sûr qu'au premier tour, pas au deuxième tour, ça c'est sûr. En 2019, qu'est-ce qui l'empêche? Si les Sénégalais lui donnent carte blanche, d'appeler toute l'opposition, la société civile, d'en discuter. Tout le monde est d'accord sur le principe de rationalisation de nos ressources. C'est les moyens et la temporalité qui fait défaut. Ce n'est pas le lieu ni le moment d'en discuter. Après les élections, on a libre choix. L'opposition, dans sa globalité, le grand parti, nous récusons fondamentalement cette histoire de parrainage. Il n'en est même pas que l'opposition l'accepte. Et comme je le dis tout à l'heure, au risque de me répéter, ce n'est pas une histoire de parti politique. C'est le peuple qui n'en veut pas. C'est le peuple qui n'en veut pas. Et je suis désolé. Vous avez l'avis du peuple? Oui, nous avons l'avis du peuple parce que, contrairement à ce qu'il dit, mon interlocuteur, c'est nous le peuple. C'est nous qui sommes avec le peuple. C'est nous qui souffrons des dérives de ce pouvoir. Eux, ils sont de l'autre côté. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et vous verrez, le jeudi 19, le peuple sera dehors. Le peuple sera dehors à la place de Soweto et cette loi ne passera pas. L'initiative du dialogue est laissée au président de la République. C'est la Constitution qui lui donne ce pouvoir. Donc c'est à lui de prendre l'initiative. Et la seule porte de sortie qu'il lui a donnée aujourd'hui, c'est de retirer cette loi pour permettre aux Sénégalais de vivre tranquillement. Ça fait une semaine. Les gens sont dans une histoire de peur collective. Et il n'a pas le droit de nous mettre cette mauvaise pression, ce stress généralisé. Le président de la République, le peuple lui demande de retirer cette loi scélérate, qui n'a aucune raison, qui n'a pas d'urgence. On ne comprend même pas à quoi il joue en fait, quoi. En fait, c'est ça. L'initiative est laissée au président de la République. Cette loi ne passera pas. L'opposition et le grand parti en particulier, nous la récusons. C'est ça la vérité. Est-ce qu'il n'est pas temps de reculer? Il reste encore quelques jours. Quand même, le président peut écouter la voix, en tout cas des médiateurs qui sont entrés en tout cas dans la danse pour essayer pour lui faire lâcher de l'Est pour qu'il retire cette loi-là. Reculer pourquoi? Reculer à cause. Reculer en face de qui? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a trois partis. Il y a l'opposition, il y a la majorité, il y a le peuple. Même si mon ami vient d'assimiler le peuple au grand parti, parce qu'ils disent que c'est eux le peuple. Tout à fait. Le peuple apprécie là. Malheureusement, ce même peuple-là vous boycotte à chaque fois que vous allez à des élections. Et moi, je veux vraiment que vous sortiez au-delà, que vous alliez aussi dans l'intérieur du pays. Vous dites que c'est vous qui allez tout le temps du côté du peuple, mais que nous ne le sommes pas. Nous sommes dans notre bulle. C'est parce que nous sommes dans notre bulle que nous avons érigé des domaines agricoles dans le fin fond du Sénégal, à Itato, à plus de 800 km de Dakar. C'est parce que nous sommes loin du peuple que nous sommes aujourd'hui dans le programme d'urgence le PUDC, avec ces centaines et des centaines de moulins, de tracteurs que aujourd'hui les populations sont en train de subir. C'est parce que nous sommes loin aussi du peuple que nous avons aujourd'hui érigé tous ces accompagnements, notamment la bourse sociale, la CEMU, tout ça. Donc, bientôt on verra aujourd'hui, et d'ailleurs nous avons vu à plusieurs reprises, parce qu'à chaque fois où ce peuple a été amené à se prononcer lors de consultations électorales, elle a eu à vous tourner le dos. Il va falloir que vous vous en approchez ou que vous posez les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ce même peuple dont vous êtes en train de vous targuer détenteur de la voix, est-ce que ce peuple est en train réellement de se reconnaître à travers ce que vous êtes en train de faire? Moi, je pars du principe que le peuple est souverain. Il n'est ni Macky Sall, il n'est ni l'opposition. Il apprécie. Ce peuple-là, nous sommes ses serviteurs.
Lorsque un homme politique pense qu'il est ce peuple-là, c'est grave et c'est dangereux. C'est pour cela que nous n'irons pas jusqu'à dire de pareils propos. Nous attendons et nous restons convaincus que la représentation de ce peuple-là, c'est l'Assemblée nationale. Je crois que vous, le pouvoir, vous n'allez pas contre-manifester le 19. Moi, personnellement... Ils n'oseront pas, quand même. Moi, personnellement, je ne manifesterai pas. J'ai peur, comme il est en train de le dire. Ils sont dans la bravade, ils sont dans la provocation. Nous, on évitera cela. Parce que ce pays-là, comme je vous l'ai dit, mérite mieux. Nous n'allons pas brûler ce pays. L'opposition a le droit, ça c'est mon avis personnel, de sortir, de manifester et de dire lorsqu'elle n'est pas d'accord. Mais cela ne veut pas dire que les autres qui sont d'accord avec Macky ont le droit de sortir pour dire qu'ils sont d'accord. Donc c'est ça aussi la démocratie, c'est ça aussi la liberté. Ce n'est pas de la peur, contrairement à ce que vous êtes en train de dire. Parce que le 23 juin, nous étions devant. Donc nous avons eu aussi à donner de notre sang, à faire de la prison, lorsqu'il a été question. Vous savez, soyez conscients de votre parcours et laissez le nôtre intact. Non. Mais nous savons aujourd'hui ce qui nous a porté au pouvoir en 2012, parce qu'on était uniquement confinés dans les artères de Dakar. Nous avons eu quand même le mérite d'avoir sillonné ce pays pendant plus de 2 ans. Sans tintamarre, oui, sans bruit, sans caméra. On a vu, et là, M. El Achar, on a vu aussi la posture du candidat de l'opposant Macky Sall le 23 juin, on le voit même sur les images, avec un matelas, pour dire qu'il va passer la nuit à la place de l'Obélisque. Vous l'avez vu cette image-là? Oui, donc aujourd'hui, pourquoi refuser à l'opposition quand même de dire non et mais je viens de vous dire, Georges, que même clairement à cette question, que l'opposition a le droit de sortir. Moi, je parle en tant que El Achar, cela n'engage que moi. Maintenant, demain, vous allez croiser quelqu'un d'autre qui ne va pas partager. Même du côté de l'opposition, tout le monde n'est pas unanime à aller à la place de l'Obélisque. Donc, c'est cela. Moi, je dis qu'ils aillent manifester, mais aussi qu'ils soient sereins et responsables. Qu'ils ne versent pas dans des histoires de provocation. Vous avez peur, on n'a pas peur. Voilà, justement, M. Ning, c'est une manifestation pacifique, je suppose. Tout à fait. Ce sera une manifestation pacifique. Et que le peuple va s'exprimer, le peuple va exprimer son désaccord par rapport à cette histoire de parrainage également. Et nous suggérons au président de la République d'entendre la voix de son peuple. Et le peuple va manifester catégoriquement pour manifester son désaccord par rapport à cette loi. Et certainement, nous en appelons aux députés, qu'ils ne soient pas du président de la République, mais des députés du peuple, parce qu'ils sont issus du peuple. Mais malheureusement, avec cette constitution-là, malheureusement, le président de la République nous avait promis des réformes au niveau des institutions, ce qui n'a pas été fait. Donc, avec ces députés qui sont des députés du pouvoir, bon, est-ce qu'ils seront... La loi risque de passer comme... Exactement. Est-ce qu'ils seront au sol du président de la République ou bien est-ce qu'ils vont écouter la voix du peuple? De toute façon, l'Assemblée nationale, le peuple, il sera dans la rue le 19, Inch'Allah. Le peuple, c'est vous. Est-ce que vous avez déposé une demande d'autorisation? Tout doit être fait. Tout va être fait. Il n'y a pas de souci sur ça. Tout va être fait. C'est sûr que l'opposition sera le 19, Inch'Allah, à la place Soweto. Et nous espérons que le président de la République va retirer cette loi qui ne risque de poser des problèmes au pays. Vous avez oublié l'arrêté Ousmane Gom qui interdit toute manifestation au centre-ville. Mais le président a toujours combattu cet arrêté-là. Comme le président Macky Sall a toujours combattu cet arrêté-là. Donc, qu'il s'agit de cet arrêté, personne ne le respecte depuis lors. Et c'est sûr, le 19, Inch'Allah, les gens vont sortir dans la rue. Ce n'est pas une question de parti ou de société civile. C'est le peuple qui sera dehors, mon cher ami. C'est le peuple qui sera dehors pour refuser ce dictat. Voilà. C'est le peuple qui sera dehors. On verra bien le 19 avril prochain si véritablement cette loi sera votée ou bien va reculer avec, donc, grâce à la médiation de la société civile. Alors, cela nous permet donc de passer tout simplement au deuxième thème de ce débat. Il s'agit donc de la crise scolaire qui s'enlise actuellement. Et le prétexte, vous avez vu hier, donc, une marche des enseignants du G6 a été violemment réprimée hier à Ziguinchor, faisant même plusieurs blessés. Alors, M. El Achar, est-ce que là, quand même, il n'est pas temps que le gouvernement s'assoie avec le G6, en tout cas les syndicats d'enseignants, pour trouver la bonne formule? Je dirais, est-ce qu'il n'est pas temps que le gouvernement continue à s'asseoir?
Parce que le gouvernement est constamment assis avec ces syndicats d'enseignants-là. Alors, pourquoi alors, oui, ils ont été reçus par le Premier ministre, ils ont même été reçus par le président de la République. Des dialogues. Mais ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Oui. Ça semble être un dialogue de sourds parce que quand le président les reçoit, le Premier ministre les reçoit, malgré tout, là, ça continue. Quelque part, il faut voir quand même... C'est ça. C'est exactement ça. Ce que vous venez de dire, il faut voir où se trouve le problème. Moi, je ne dirais pas que le problème est du côté des enseignants, ou je ne dirais pas qu'il est du côté du pouvoir. Parce que tout simplement, j'ai vu le pouvoir faire des efforts dans cette négociation. Ils ont quitté un point A pour arriver à un point B, ce qui veut dire qu'une volonté claire est affichée pour résoudre. L'école sénégalaise n'a rien à voir avec cette histoire de parti politique. Il y va de l'avenir de nos enfants. Il y va de la formation de nos enfants, de nos fils, de nos petits frères. Les enseignants ne parlent pas de politique. J'en viens. Juste pour vous dire que cette situation-là aujourd'hui, elle est aujourd'hui préoccupante pour tout bon nombre de Sénégalais. Que vous soyez politique, pas dès lors où vous avez été à l'école, ou que vous avez un parent qui est à l'école, ou que vous avez même un parent qui est enseignant, cette situation-là, à mon avis, elle vous interpelle. Mais force est de reconnaître aussi en face que l'État du Sénégal est en train de traiter ce problème avec beaucoup de sérieux. Il m'est arrivé, il y a de cela quelques mois, j'étais en voyage avec le ministre Oumar Youm, de l'interpeller directement pour où est-ce que vous en êtes avec cette question. Il m'a dit tout le sérieux et tout l'engagement que le chef de l'État avait aujourd'hui pour régler cette question-là. Maintenant, dans une négociation, et je dis bien négociation, chaque parti ne doit pas camper sur ses positions. L'État ne doit pas imposer une démarche, mais aussi les enseignants n'ont pas à être intransigeants sur leurs exigences. Voilà, justement, est-ce que M. Ning, ne doivent pas quand même revenir à la raison pour sauver l'année scolaire et préserver la paix, puisque ce qui s'est passé hier à Ziguinchor, ça pouvait dégénérer? Absolument. Bon, en fait, ce qui s'est passé hier à Ziguinchor montre une fois de plus que nous sommes en face d'un régime dictatorial. On ne peut pas comprendre, nous, en tant que simples citoyens, que les enseignants aient déposé leur préavis de grève, qu'ils aient déposé leur autorisation et que l'autorité, le préfet de Ziguinchor, ait accepté cette autorisation. Il revient à 22 h de la nuit pour le refuser cette autorisation. Voilà ce manque de responsabilité de nos autorités. Et nous en offusquons totalement. Autre chose, les enseignants, ce qu'ils demandent, c'est juste le respect des accords signés par le gouvernement. Les enseignants ne demandent que ça. Le président de la République nous avait habitués à dire qu'il ne signerait aucun accord qu'il n'est pas sûr de respecter. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Ils ont signé un accord. Ils n'ont qu'à... Pourquoi nous, en tant que grand parti, le président Malick Gakou, dans son pass qu'il a présenté mercredi dernier, propose aux enseignants une indemnité de logement de 100 000 francs qui règle définitivement le problème. Quand il sera président? Quand il sera président, en 2019, Inch'Allah. Et d'autres questions qu'il a pris en charge. Donc, nous demandons au président de la République de respecter ses engagements. Est-ce que vous avez des propositions à faire pour résoudre la crise scolaire? Absolument. Je viens d'en parler tout de suite. Il y a une de logement qui sera revalorisé à hauteur de 100 000 francs. Il y a la bourse au niveau des étudiants qui va passer, qui est actuellement 18 000, 36 000. Nous allons porter cette bourse à 50 000 francs minimum par étudiant. Donc c'est juste un effort financier à faire sur le budget. Il y a des institutions budgétivores comme le Conseil économique et social d'Aminata Tall, l'affaire de... Donc toutes ces histoires-là, arrivées au pouvoir, nous allons les éliminer purement et simplement. C'est des institutions budgétivores et ces budgets-là doivent être investis au niveau de l'éducation nationale. Donc c'est toutes ces propositions que le grand parti, à travers son programme alternatif Suxali Sénégal, a déjà proposé aux Sénégalais et peut-être dans une... Est-ce qu'il peut les proposer au président Macky Sall, par exemple? Mais libre à lui, libre au président. Nous ne sommes pas dans une opposition fermée, nous sommes dans le grand parti est une opposition de proposition en fait.
C'est pourquoi, à 10 mois des élections, nous avons sorti notre passe. C'est un programme libre au président Macky Sall d'empuiser. Le pass, ça veut dire programme alternatif Suxali Sénégal, qui prend en charge, qui est en fait un clé d'œil dans tous les secteurs nationaux. La jeunesse, les enfants, la jeunesse, les enfants, avec la couverture universelle, la couverture maladie universelle, qui prend en charge les enfants. Nous, notre politique de couverture universelle, c'est quoi? Nous allons porter cette couverture de 0 à 12 ans. Nous allons mettre en place un RMI, un revenu minimum d'insertion, des jeunes à partir de 18 ans jusqu'à 30 ans, qui va remplacer les bourses familiales, en fait. Les bourses familiales qui sont une affaire politique. Ces RMI-là va remplacer ces bourses familiales. Les RMI vont être portés à 120 000 francs annuels, alors que la bourse familiale et la bourse familiale cible aujourd'hui, ça passe de 300 000 à 400 000 ménages. Avec notre RMI, nous ciblons 700 000 ménages. Est-ce que Malick Gakou a rencontré les syndicats d'enseignants pour discuter avec eux? Il en a rencontré. Il en a discuté. C'est à l'issue de certaines discussions qu'il a eu à faire certaines propositions par rapport à l'enseignement, par rapport à l'éducation de nos enfants. Voilà, merci. Alors, M. El Assar, quand même, les enseignants se radicalisent parce que tout simplement, ils aiment répéter cette phrase-là qui est de... Parce que l'État avait signé des accords réalistes et réalisables. Et ce n'est pas pour cela qu'ils se radicalisent. L'État avait signé des engagements en 2014. Parmi ces engagements-là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'État n'a rien respecté. D'accord. L'État en a respecté un bon nombre. Et l'État a promis de respecter le reste. Parce qu'aujourd'hui, aussi, force est de le constater que dans ce pays, nous n'avons pas que des musiciens, nous n'avons pas que des enseignants, nous n'avons pas que des journalistes. Gérer un pays demande un minimum d'équilibre. Il y a quelque chose qui a été porté. Parce que dans une négociation, nous avons ce qu'on appelle un plancher. C'est-à-dire quand nous visons les 100 et qu'on a 80, celui qui vous donne 80 et vous promet de vous compléter les 20, je pense qu'à un moment donné, c'est ça une négociation. Quand vous dites que dans une négociation, on aura tout ou rien, ça devient autre chose. Nous avons vu aujourd'hui des enseignants, des syndicats d'enseignants sortir, aller rencontrer des hommes politiques de l'opposition. Comme Idriss Seck, par exemple. Pour leur dire que nous venons vous voir parce que tout simplement nous sommes convaincus que vous êtes l'homme de la situation. Ils n'en ont pas le droit. À un moment donné, c'est le droit. Hein? Ils n'en ont pas le droit. Ah, pourquoi? Parce que moi j'ai été syndicaliste. Nous savons aujourd'hui que le rôle d'un syndicat, ce n'est pas de faire des Y, ce n'est pas pour aller dire à Macky Sall que vous êtes le meilleur ou Idrissa Seck que vous êtes le pire. Ce n'est pas ça son rôle. Son rôle en tant que syndicaliste, c'était tout simplement de défendre les intérêts des syndiqués. C'est ça l'intérêt d'un syndicat. C'est un mouvement apolitique qui ne doit être coloré. Mais c'est parce que peut-être ces leaders politiques dont vous parlez, Malick Gakou, Idriss Seck, peut-être qu'ils ont des solutions, ils ont des propositions à faire. Pour Malick Gakou, c'est autre chose. Il nous a présenté il y a quelques jours dont il a parlé. Et pour que hier, il passe à autre chose, parce que tout simplement, on l'a vu revenir totalement sur sa candidature à Mermoz-Sacré-Cœur, dans votre localité, où il est venu déclarer uniquement que si Khalifa Sall sortait, il oublie tous ses rêves, toutes ses propositions pour se ranger derrière Khalifa Sall. Vous pensez qu'une telle candidature ou de pareilles propositions peuvent être accordées d'un minimum de crédit? Ce n'est pas sérieux. Vous, avec la République, vous ne pouvez pas demander à gérer un pays alors que vous annoncez quelque chose à midi pour le jeter à la poubelle le soir. Oui, deux mots, M. Ning, oui. J'ai répondu sur ça. Hein. Qu'est-ce qui vous gêne dans la candidature du frère Khalifa Babacar Sall? Vous êtes en train de travestir les propos du président Malick Gakou. Qu'a dit Malick Gakou, le président Malick Gakou? Qu'a dit le président? En fait, il dit il a une tradition, il a cette amitié. Elle est là, hein. Avec Khalifa Sall et il est prêt à sacrifier sa candidature pour Khalifa Sall. C'est juste pour montrer quoi? Pour montrer qu'il n'est pas guidé par cette ambition présidentielle. Non, non. Sacrifier son ambitieux programme pour le Sénégal au détriment d'un homme. Pas du tout. Voilà. Merci. Il s'agit de Khalifa Sall. On signale que le temps est terminé. Donc, merci donc à mes chers invités. Merci à Pape Ning, il est responsable, coordinateur du Grand Parti à Grand Yoff. Sarr, donc membre de l'APR. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Ndiaye et Cheikh Tidiane Diop. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup.